Bonjour les amis, je suis Gosia de Agencia Cosmica. Je suis un peu malade aujourd'hui, c'est pourquoi ma voix est un peu bizarre et différente. Le sujet d'aujourd'hui est un article écrit par Sfarou de Hera et qui traite de biogénétique transdimensionnelle. Cet article est très important. Il traitera de choses assez choquantes. Et à la fin, j'ai ajouté une conversation que j'ai eue avec Sfarou à propos de cet article. Dedans je lui pose plusieurs questions, afin de développer un peu plus certains points, car c'est un thème important. Avant de regarder cette vidéo, je vous recommande de regarder d'abord la vidéo intitulée « Biologie numéro 1 ». La biologie et la génétique sont générées depuis des plans supérieurs, qui est sur la chaîne de Robert et que je n'ai pas publié sur ma chaîne. C'est pour ça que je démarre directement avec la vidéo « Biologie numéro 2 ». Vous pourrez retrouver le lien de cette vidéo de Robert, sous ma vidéo dans la partie description. Sfarou y explique comment le corps biologique et l'ADN se manifestent depuis des plans supérieurs, et qu'ils sont reflétés dans notre plan visible et matériel comme s'ils étaient l'ombre énergétique de l'âme, de la conscience. Il est donc important de comprendre ce phénomène avant, parce que l'article qui va suivre ici, parle des expériences que mènent la Kabbale et les races régressives avec l'ADN, mais aussi avec les âmes des gens. Et pourquoi font-ils ces expériences ? Parce qu'ils ont réalisé que lorsqu'une modification d'ADN ne se fait que sur le plan matériel, sans passer par les plans supérieurs, c'est-à-dire par l'âme et la conscience de l'individu, alors ils n'obtiendront pas les résultats qu'ils désirent dans leur modification et création génétique. Ils savent que le fait de modifier un ADN uniquement sur le plan physique, sans passer par une âme pour qu'elle manifeste ou stabilise ces changements génétiques, finira toujours par entraîner des échecs et des problèmes de santé dans toute la lignée génétique de la nouvelle créature, qui s'éteindra au bout de quelques générations. Donc ils doivent à tout prix connecter une âme à leur production génétique, à l'être qu'ils ont créé en laboratoire, pour que lui et ses descendants survivent sur du long terme. Ils savent que c'est le plus important. Et pour obtenir des âmes, ils enlèvent des personnes pour ensuite leur retirer l'âme et l'isoler dans un récipient dans leur base souterraine. D'où le terme de biogénétique transdimensionnelle, car ils agissent sur plusieurs dimensions à la fois, sur l'ADN biologique et sur l'âme. L'article de Sfarou parle donc de ces expériences régressives, et à la fin je lui pose des questions pour mieux comprendre comment ils font tout cela. C'est un sujet très sérieux, très intense, et vous vous demandez peut-être pourquoi nous en parlons, comme je l'ai moi-même demandé à Sfarou. Je lui ai demandé pourquoi ils nous transmettent ce type d'informations. Et elle m'a dit que c'est important de savoir ces choses-là, parce que c'est notre conscience qui peut stopper ces horreurs. Juste avec notre intention. Nous devons dire non fermement à ces choses-là, individuellement et collectivement, juste avec notre esprit. Il suffit de ne pas être d'accord avec ce qu'il se passe, et de s'y opposer en ordonnant « non ». Mentalement et avec force. L'article parle aussi des abductions positives par les petits gris jardiniers et pourquoi elles ont lieu. C'est passionnant. À la fin, nous parlons également de l'ascension et je demande à Sfarou si on peut avoir quelques prévisions de quand ça arrivera. Parce que dans cet article, Sfarou dit clairement que l'ascension est inévitable et que c'est la fin de la race humaine telle que nous la connaissons. Voilà, donc on va parler de tout ça avec Sfarou. Je vous laisse parce que la vidéo est super longue, et je ne veux pas la rallonger encore plus. À bientôt, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. Comme je l'ai déjà expliqué à Robert dans la première vidéo de cette série, intitulée « Biologie 1 ». La biologie et la génétique sont générées depuis des plans supérieurs. C'est la conscience qui reflète sa propre ombre en manifestant sa forme par la pleine intention. Depuis un point de vue plus expansé, il n'y a pas de monde spirituel et de monde matériel. Parce que ça, c'est un concept purement dualiste, clairement engendré à partir d'une position où tout a un contraste, un opposé, une dualité et où il y a une perception limitée. Il n'y a qu'un grand tout, une unité ou une grande conscience, qui a de multiples points d'attention. Et nous percevons ces points d'attention comme des âmes et des personnes isolées, mais en réalité elles sont toutes interconnectées et forment le grand tout, la source originelle, le grand soi. Chaque personne, chaque âme, est un fragment holographique complet du grand tout, de la source. Le mot « holographique » vient du grec « holos » qui signifie « complet » et « graphos » qui signifie « écrit ». Donc ce mot « holographique » signifie « qui est complet » ou « complètement reflété ». C'est-à-dire quelque chose qui englobe et inclut tout ensemble, sans rien laisser en dehors. Comme la pensée holographique,
qui inclut en même temps tous les points de vue, y compris ceux qui se contredisent. Généralement, on associe ce mot à l'holographie optique, et d'ailleurs, le mot hologramme vient de là, du concept que l'image est complète parce qu'elle est tridimensionnelle et inclut tous les détails. Chaque personne étant un fragment holographique de la source originelle, elle est dotée de tous les attributs de l'original, parce qu'elle est elle-même l'original. Par analogie avec l'holographie optique, si vous avez un hologramme et que vous le divisez en deux, vous n'avez pas deux moitiés de l'original, mais deux images complètes identiques à l'original, mais de taille réduite de moitié. Si nous les divisons à nouveau en 4, en 8, ou en n'importe quel nombre de fragments, chacun d'entre eux contiendra l'image complète, incluant exactement tous les détails et toutes les informations de l'original. C'est ce qui se passe avec les âmes, qui ne sont rien d'autre que des fragments holographiques de la source originelle. Chacun d'entre nous qui est doté d'une conscience et d'une âme est, par définition, la source originelle. Cela signifie que nous avons les mêmes pouvoirs créatifs que la source originelle. Nous créons tous, non seulement notre monde, mais aussi notre propre univers, en l'interprétant à partir de notre point d'attention particulier. Or, c'est ce point d'attention individuel qui vous amène à vous percevoir comme étant limité, et à tenir pour acquis que ce que vous expérimentez dans votre vie est causé par des facteurs ou des éléments extérieurs. Mais penser ainsi, c'est penser de manière déterministe. Comme je l'ai répété à maintes reprises, la seule chose qui vous limite est l'idée que vous êtes limité. Tout ce qui se passe dans ce que nous appelons le monde extérieur est perçu par nos sens, puis interprété par notre cerveau, qui utilise des modèles et des idées antérieures, sous forme d'accords de perception, pour donner une valeur au message que nous recevons. Mais tout n'est que perception et interprétation, et par conséquent, le résultat de tout ce qu'un individu perçoit comme étant la réalité extérieure n'est que le reflet des expériences qu'il a vécues précédemment et de son système de valeurs. C'est pourquoi nous créons notre propre réalité, parce que nous ne voyons et nous ne nous concentrons que sur ce qui nous intéresse, sur ce qui attire le plus notre attention, en ignorant tout le reste. Et en retour, nous recevrons toujours plus de ce qui retient le plus notre attention. En fin de compte, il n'y a rien qui soit extérieur à notre interprétation particulière de ce que nous appelons le monde extérieur. Car ce monde extérieur n'est rien d'autre qu'un peu plus de nous-mêmes. Le miroir reflétant notre intérieur. Comme nous l'avons dit avec Robert dans la vidéo « Biologie numéro 1 » pour la science taïgésienne, comme pour la science de beaucoup de races stellaires, c'est la conscience qui génère la matière, et cela s'applique directement à la biologie. Car dans ce cas, c'est la conscience et l'intention spécifique de l'individu qui reflètent depuis un plan supérieur vers un plan inférieur, son ombre énergétique. Et c'est en utilisant les principes des ondes stationnaires et des fréquences dominantes, ainsi qu'en obéissant aux formes de la géométrie sacrée et de ses mathématiques, que l'information nécessaire est matérialisée dans un plan inférieur sous la forme d'ADN. Et cet ADN formera ensuite l'être ou l'avatar que cet individu d'un plan supérieur utilisera dans le plan inférieur. Le processus de matérialisation depuis un plan existentiel éthérique vers un autre plan matériel obéit exactement au même principe que celui de l'énergie du point zéro, ou énergie libre, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'accéder au plan éthérique depuis le côté physique, pour réaliser la dépolarisation de l'énergie, comme c'est le cas dans l'énergie libre, la matérialisation d'un ADN et d'une biologie se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire depuis le côté éthérique, en polarisant l'énergie sous forme d'ondes stationnaires. Et, selon le principe des fréquences dominantes, cela permet d'obtenir un effet sur le monde physique. Le fait de modifier un ADN de manière artificielle et unilatérale ou uniplan existentiel, c'est-à-dire depuis le même plan existentiel, forme un corps altéré, modifié, mais génétiquement instable, puisque ce corps n'est pas le résultat d'une formation naturelle. Et ça, c'est ce que tentent de faire les régressifs. Cet être artificiellement créé,
sera rempli de problèmes de santé, principalement de cancer, de défaillances génétiques et auto-immunes, comme nous l'avons dit avec Robert. De même que les êtres qui ont été modifiés dans leur génétique de manière artificielle et invasive, ont tendance à disparaître au bout de quelques générations seulement, quand bien même ils ont l'air d'être génétiquement dominants lorsqu'ils viennent d'être créés. Le maïs et d'autres céréales transgéniques en sont un exemple. Elles sont d'abord super dominantes et prennent la place des plantes naturelles, avant de décliner en quelques années ou en quelques générations. Plus l'ADN d'un individu génétiquement modifié est complexe, plus il risque d'avoir des problèmes dus à une incompatibilité entre ses propres gènes. Car chez le même individu, un groupe de gènes modifiés ne correspondra plus avec un autre groupe de gènes, créant ainsi une dissonance qui entraînera de graves problèmes de santé. Et le premier endroit du corps où ces problèmes de santé seront générés sera dans le sperme ou dans les ovules, donc dans les zygotes, en raison de leur grande plasticité génétique. Et ça, c'est particulièrement grave au moment de la reproduction pour ces individus génétiquement modifiés, car l'âme qui va se connecter au descendant a une empreinte, que l'on peut aussi appeler une ombre, reflétée par des fractales énergétiques et géométrico-mathématiques, qui vont entrer en désaccord avec la modification artificielle. Car selon le principe de la fréquence dominante, c'est l'empreinte de l'âme qui finit toujours par l'emporter. Par conséquent, cet individu ne parviendra pas à se reproduire, ou s'il le parvient, son descendant sera stérile ou, pire encore, le descendant présentera des malformations incapacitantes. Et dans le meilleur des cas, l'individu pourra continuer à se reproduire pendant quelques générations, avant que la dissonance entre l'empreinte de l'âme et l'ADN modifié ne produise ou ne génère le problème qui mettra fin à sa lignée génétique. Comme je l'ai déjà exposé dans d'autres vidéos, si l'ADN complexe de l'être humain est modifié de manière invasive, il revient rapidement à son patron d'origine, au bout d'une ou deux générations seulement, du fait de sa grande connexion à la source. Ce qui fait que les variantes génétiques ne concernent que des individus isolés, ou des lignées finies. La seule manière par laquelle les régressifs ont réussi à modifier l'ADN humain de manière durable, c'est faite par le biais d'un contrôle mental avancé, qui a permis de limiter et de guider la perception des individus, donc de manipuler leur conscience et leur âme, afin que celle-ci active ou désactive elle-même les gènes nécessaires au changement génétique désiré par les régressifs. Cette méthode est efficace et elle est utilisée par des races positives, mais aussi par des races régressives et invasives, depuis des milliers d'années. Le problème de cette méthode est qu'elle ne donne des résultats qu'à long terme, et qu'elle a aussi des résultats inattendus, ou difficiles à contrôler et à prédire avec succès. L'autre problème de cette méthode, c'est qu'elle ne parvient pas à créer une race génétiquement nouvelle, mais seulement à trier ou à choisir les gènes qui seront activés, et ceux qui ne le seront pas, dans un cadre qui est limité par ce qui est déjà présent dans le génome de la race originelle. Il convient de mentionner que cette méthode obéit au fait que c'est la conscience de l'individu elle-même, en fonction de ce qu'elle perçoit du monde extérieur à travers ses sens, qui active ou désactive des gènes spécifiques. Car les gènes ne sont pas des entités statiques. Au contraire, les gènes sont dynamiques et en constante évolution. Et ils sont conçus pour répondre aux perceptions et à la conscience. Aussi bien les généticiens de la Kabbale, qui travaillent pour le gouvernement derrière le gouvernement de la Terre, que de nombreuses races extraterrestres régressives, sont intéressés par le fait d'accélérer le processus dans lequel ils utilisent l'âme pour concrétiser le changement d'ADN des êtres qu'ils créent en ingénierie génétique. Ils essaient d'abord de générer un être qui leur convienne pour leurs agendas, qu'il s'agisse d'un clone, d'un hybride, d'une chimère, d'un monstre ou d'un super soldat aux qualités améliorées pour le combat. Puis ils retirent l'âme d'une personne et modifient artificiellement cette âme, pour qu'elle soit compatible au niveau énergétique ou fréquentiel avec le nouvel être qu'ils ont créé, afin que cette âme se connecte à cet être. Et cela permet de cimenter ou de sceller ces changements génétiques, et donc d'obtenir une nouvelle espèce, ou au moins une altération génétique permanente et reproductible.
Il y a plusieurs façons d'y parvenir. La plus courante est de parvenir à isoler une âme, ou plutôt le signal d'une âme, car l'âme n'est pas quelque chose de localisé ou de séparé, mais un signal de la source originelle. Ils le font à l'aide d'un appareil sophistiqué émettant des fréquences subtiles, à la manière d'un conteneur de type batterie énergétique transdimensionnelle, en se basant sur les principes de l'énergie du point zéro, ou énergie libre. Étant compatible avec la fréquence émise par le conteneur, l'âme s'y connecte. Puis, dans ce conteneur, on impose à l'âme une série d'expériences simulées et contrôlées par des ordinateurs avancés, pour l'amener à souhaiter vivre l'expérience d'être cet individu, qui a été créé artificiellement par les régressifs au préalable. L'âme ne se rétracte pas, et ne cherche pas à s'échapper, parce qu'elle est dans une fréquence compatible avec elle, qui lui fait croire qu'elle est toujours dans la physicalité, dans une incarnation. Et le conteneur lui apporte une expérience très similaire à celle qu'aurait eue l'âme, si elle était toujours connectée au corps biologique dont elle a été extraite au préalable. Alors qu'en réalité, elle est maintenant à l'intérieur d'un dispositif ou conteneur artificiel. De cette manière, il est également possible de dupliquer ou de copier l'âme, en ayant plusieurs conteneurs artificiels qui ont la même compatibilité fréquentielle avec l'âme, du fait de tous recevoir le même signal de la source. Tout comme plusieurs radios réglées sur la même station, passeront exactement la même musique. Comme variante de ce qui précède, une série de fréquences électromagnétiques sera ensuite artificiellement imposée au nouvel être biologique, pendant qu'il est enfermé dans un caisson médical. Il y est soumis à une longue série d'expériences artificiellement créées et contrôlées par ordinateur, qui modifient son système de perception et de valeur, car l'individu et son âme nouvellement acquise ne parviennent pas à faire la distinction entre la simulation et la vie réelle. En effet, ces fréquences électromagnétiques spécifiques contrôlées par des ordinateurs reflètent artificiellement dans le cerveau les images et les séries d'expériences qui sont souhaitées par les généticiens. Et c'est la même technologie qui est utilisée pour contrôler la population, à l'aide de fréquences électromagnétiques transmises par les tours de téléphonie mobile. Cette manipulation de l'âme et de la créature à laquelle elle est nouvellement connectée permet aux régressifs de renforcer, stabiliser et cimenter les modifications génétiques qu'ils ont effectuées, et d'assurer la pérennité de ce nouvel être, ainsi que de sa future lignée. Aujourd'hui, pour trouver les âmes qui ont déjà une fréquence similaire à celle qui est recherchée pour un projet spécifique, les personnes sont scannées à l'aide d'un spectromètre laser avancé, qui va littéralement lire les fréquences de lumière ou de l'aura d'une personne. Le résultat est ensuite transmis à un ordinateur, qui donnera les résultats en fonction d'un tableau, ou d'un programme écrit au préalable. Ce procédé est exactement le même que celui qui est utilisé pour lire la composition chimique d'une étoile située à plusieurs centaines d'années-lumière. Ces spectromètres laser de lecture d'âme se trouvent principalement dans les systèmes FLIR, acronyme de Front Looking Infrared, en anglais, ou système de vision infrarouge à l'avant, dont sont équipés des aéronefs, tels que de nombreux hélicoptères noirs sans marque, des avions à voilure fixe et des drones. On sait également que ces agents de la cabale disposent de petites unités portables de la taille d'un téléphone mobile. Dans le cas des systèmes FLIR, ils n'ont pas besoin de laser lorsqu'ils sont proches de la cible. Et seuls les systèmes FLIR qui sont conçus ou équipés à cet effet ont cette capacité. Ce système permet également de détecter les âmes extraterrestres qui habitent un être humain et que l'on appelle starseed. Il est ainsi possible de déterminer avec assez de précision sa provenance stellaire, en fonction de la fréquence de lumière émise par le starseed, en comparant le résultat à une base de données. Les contrôleurs, la cabale derrière les gouvernements, disposent d'une vaste base de données contenant des informations détaillées sur les extraterrestres qui sont infiltrés sur Terre en se faisant passer pour des êtres humains, et que l'on appelle des step-down, ou ceux qui utilisent un corps humain auquel ils sont connectés depuis un caisson d'immersion, ou depuis l'au-delà et que l'on appelle des starseeds. Ils savent qui ils sont, où ils sont et de quelle race ils sont. Lorsqu'ils trouvent une âme qui correspond suffisamment à leur agenda,
le sujet sera abducté ou enlevé pour être utilisé pour leurs expériences et agendas génétiques. Comme la fréquence de l'âme et la génétique de l'individu sont directement reliées, si l'individu possède une particularité ou une qualité spécifique qui est régulièrement requise par ceux qui effectuent les modifications génétiques, alors ces derniers vont abducter régulièrement cet individu en particulier. Ou bien, ils vont abducter une lignée familiale d'individus génétiquement apparentés, qui partagent les qualités spécifiques qui intéressent ou sont utiles aux régressifs. Un exemple de ceci est la lignée génétique nécessaire pour héberger les âmes reptiliennes. Toutes les abductions ne sont pas effectuées pour les mêmes raisons. Il existe une infinité de raisons pour lesquelles un individu, une famille ou un groupe de personnes peuvent être abductés ou faire l'objet d'abductions récurrentes. Il ne s'agit pas non plus d'un phénomène nouveau, puisqu'il se produit depuis la nuit des temps, tant sur Terre que sur toutes les autres planètes, où il y a de la vie biologique basée sur l'ADN. En effet, de multiples races extraterrestres procèdent à des abductions également dans le but de semer la vie dans la galaxie. Et elles reviennent régulièrement sur certaines planètes pour voir l'évolution de leur greffe. Ainsi, on retrouve exactement les mêmes espèces sur une multitude de planètes, du moment que ces planètes remplissent les conditions nécessaires pour que telle ou telle espèce puisse y proliférer et s'y développer correctement. De nombreuses planètes partagent les mêmes espèces, bien que certaines d'entre elles puissent se trouver sur une planète et pas sur une autre. Mais il est rare de trouver une espèce exclusivement sur une seule planète. On retrouvera cette espèce sur une ou plusieurs planètes, et sur d'autres planètes on ne la trouvera pas. Ces espèces sont ensemencées par d'autres espèces plus avancées, dotées de la capacité de vol interstellaire, qui poursuivent divers agendas, depuis l'exploitation de ressources naturelles, jusqu'à des agendas purement altruistes, qui visent uniquement à créer de nouveaux mondes harmonieux, ou bien à donner à une espèce en particulier un habitat qui lui soit favorable, afin qu'elle puisse se développer et se perpétuer librement, et le plus souvent, pour qu'elle puisse être sauvée de l'extinction. La plupart des gens associent toujours les abductions à quelque chose de négatif, mais les abductions que j'appellerais originelles, faute d'un meilleur terme, sont toujours positives. L'une des espèces qui abductent le plus sont les variantes des petits gris. Il faut savoir qu'au moins 165 espèces différentes de gris ont été répertoriées, dont d'innombrables sous-espèces. La plupart ont une biologie basée sur la botanique, c'est-à-dire que du point de vue strictement génétique, ce sont des plantes. Mais il y en a aussi à base de silicium, d'autres à base de carbone comme les humains, et d'autres qui sont des robots artificiels ou des robots biologiques, et ce sont ces deux derniers que l'on retrouve surtout au service des extraterrestres régressifs. Les petits gris bienveillants ont pour objectif de prendre soin de la biologie sur Terre, et sont communément appelés les jardiniers. Lorsque quelqu'un est abducté par eux, on peut facilement les confondre avec les négatifs en raison de leur manque de tact, de leur manque d'égard et de leurs procédures très brusques. Ils agissent de manière très mécanique, avec la seule intention de mettre fin rapidement à la procédure, parce qu'ils ont beaucoup d'autres abductions à effectuer au cours de la même nuit. Mais il ne faut pas les confondre avec les petits gris robots qui sont au service des négatifs. Ces derniers sont spécifiquement conçus pour essayer de se faire passer pour des jardiniers bienveillants. La différence la plus notoire est que les jardiniers positifs travaillent toujours de manière autonome, sans personne au-dessus d'eux, alors que les robotiques seront toujours supervisés par une autre race, principalement par les militaires Milab, les reptiles, et les mantis ou mantes religieuses stellaires. Ce que font les petits gris positifs, entre autres choses, c'est d'abducter une personne pour réparer la génétique de son corps ou ramener son ADN à son patron originel, conformément à ce dont son âme a besoin pour pouvoir poursuivre ou terminer son plan de vie de manière satisfaisante. Il modifie l'ADN nucléaire de la moelle osseuse, afin de pouvoir engendrer des cellules souches qui correspondent à la base du processus normal de duplication et de régénération cellulaire du corps, pour que celui-ci soit compatible avec une fréquence spécifique d'âme et que les jardiniers connaissent déjà. La manière exacte dont ils font tout cela est un sujet sensible, car les négatifs pourraient l'appliquer.
Ils peuvent abducter une femme pour adapter génétiquement et à une fréquence spécifique son ADN nucléaire et son ADN mitochondrial dans ses ovules, afin qu'elle puisse supporter la fréquence et la génétique de sa future fille ou de son futur fils. Car les petits gris savent déjà qui et comment sera cet enfant. Et ils savent si son âme est d'une fréquence supérieure à celle de la mère, comme dans le cas où une mère humaine donnera naissance à un starseed. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle fixe et que cela dépende de chaque cas. Et cela peut se produire aussi bien plusieurs décennies avant la grossesse, que juste avant. De la même manière, ils adapteront aussi la génétique du père, pour qu'elle soit conforme à ce qui a déjà été planifié par l'âme depuis le plan éthérique, et dans ce cas, cela peut également se produire des dizaines d'années avant la procréation. Ils peuvent aussi adapter génétiquement et fréquentiellement un corps qui n'utilisera plus une âme et qui va en accueillir une nouvelle. Selon ses propres plans préincarnatoires, la première âme quittera alors un corps sain, que les petits gris adapteront pour qu'une autre âme puisse l'utiliser. C'est ce que l'on appelle un walk-in. En effet, une âme ne veut vivre que jusqu'à un certain âge, car elle souhaite avoir seulement certaines expériences. Souvent, cette âme s'arrange pour partir avec un accident ou quelque chose de ce genre. Mais d'autres fois, si de l'autre côté une autre âme est d'accord, elle peut hériter d'un corps sain en remplaçant l'âme d'origine, même si elle conservera les mémoires de l'âme originelle, parce que ces mémoires demeurent dans le mental physique, c'est-à-dire dans le réseau de neurones, et elles s'inscrivent également dans l'ADN comme sur un disque dur. Mais les souvenirs resteront vagues, et la nouvelle âme se sentira à la fois comme la personne antérieure, et comme la nouvelle personne, car elle peut se souvenir ou non qu'elle est entrée en tant que walk-in. Pour en revenir au régressif, la raison pour laquelle ils semblent courir après les âmes des gens est qu'ils les utilisent et font des expériences sur elles, afin d'obliger les corps à cimenter les changements artificiels qu'ils ont réalisés sur eux par le biais de leurs expériences, comme je l'ai dit ci-dessus. C'est le plus souvent ce qu'il se passe avec les abductions militaires, ou MILAB, comme on les appelle. Mais en réalité, ils commencent à peine à essayer de maîtriser cette technologie, que d'autres races comme celle des petits jardiniers ou la nôtre, avons déjà perfectionnée. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une limite, qui ne peut être franchie d'aucune manière, et qui est imposée par l'âme, elle-même, donc par la source originelle. Ça ne sert à rien de se prendre pour un dieu et de modifier autant d'organismes comme ça, car ceux-ci finiront toujours dans une impasse et s'éteindront en quelques générations. La source sait ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, et elle sait se protéger, car étant la conjonction de toutes les consciences, elle est sage. Elle a des mécanismes d'autodéfense déjà en place pour empêcher les régressifs, de par leurs expériences atroces, de créer des races d'esclaves parfaites pour leurs objectifs. Depuis la perspective la plus expansée, le temps n'existe pas, tout est déjà là. Par conséquent, tout ce que tentent les régressifs a déjà été prévu. Car en fait, les régressifs font eux-mêmes partie de la source ou du soi originel. Une modification génétique ne peut pas être correctement cimentée sans passer par l'âme. C'est pourquoi ils veulent aussi trouver un moyen de changer l'âme, ou de la manipuler pour l'utiliser à leur fin. Il s'agit donc de génie génétique au niveau de l'âme. D'où l'appellation biogénétique transdimensionnelle. Du point de vue des races humaines, ou humanoïdes basées sur la génétique lyrienne, il en existe deux catégories. 1. Les races primaires, qui sont celles que l'on considère s'être manifestées elles-mêmes et directement depuis la source originelle. 2. Les races secondaires, qui sont celles qui résultent d'une modification artificielle d'une race primaire. Comme les humains sont d'origine lyrienne mais que leur génétique est restreinte à la 3e densité, ils tomberaient dans la classification des races secondaires. Ici, une fois de plus, je dois souligner que le niveau de conscience de l'individu est ce qui détermine la densité qu'il perçoit. De même que c'est son niveau de conscience qui détermine l'activation de ses propres gènes. Comme la race humaine est limitée à la 3e densité, aussi bien de par les fréquences basses imposées artificiellement sur la Terre,
que de par les limitations de la perception de sa conscience imposée par le contrôle mental, son ADN est limité, mais toujours complet. En revanche, du moment qu'un être humain franchit les bandes de Van Allen qui délimitent la 3e densité, et passe en peu de temps à la 5e densité, la totalité de son ADN s'active inexorablement, lui conférant tous les attributs et caractéristiques de la race primaire à laquelle il appartient, c'est-à-dire la race lyrienne. La 3D matricielle, en tant que fréquence imposée, s'affaiblit rapidement en raison de nombreux facteurs déjà exposés dans les vidéos sur la matrice. Mais comme si cela ne suffisait pas, tout le cadran de la galaxie où se trouve votre système solaire est en train de monter en fréquence, de sorte que l'élévation de la race humaine vers la 5e densité est inévitable. Avec ce que je viens d'énoncer ci-dessus, je me dois de vous donner un avertissement qui peut être pris comme bon ou mauvais, selon le point de vue. Sur Terre, l'éveil de la conscience individuelle et collective, et donc l'élévation inexorable de la fréquence, qui passe de la 3e à la 5e densité, vont entraîner la disparition ou la destruction de toutes les valeurs et caractéristiques qui définissent la race humaine, depuis des centaines, voire des milliers d'années. En étant conscient de ce qu'il se passe réellement autour de la Terre et en fonctionnant avec une mentalité de 5e densité, les gènes à 2 brins pour 22 ou 23 chromosomes des êtres humains se réactiveront et reviendront à leur système originel à 12 brins pour 24 chromosomes, ce qui fait que la race humaine ne pourra plus être considérée comme telle. Elle deviendra une autre race, avec un autre nom. Tant qu'elle restera confinée dans la 3e densité, et à l'intérieur de cette matrice, votre race en tant que telle restera unique dans la galaxie. Une fois en dehors, elle ne le sera plus. De ce point de vue, les événements auxquels vous assistez aujourd'hui sont véritablement la fin de la race humaine en tant que telle. Sur Terre, on ne connaît que 2 théories pour expliquer l'existence de la vie. 1. Le créationnisme, qui considère que tout, y compris les êtres vivants, a été créé par un être suprême tout-puissant. Et cela repose seulement sur un système de valeurs imposées. 2. L'évolutionnisme, qui soutient que la vie s'est créée durant un temps extrêmement long, par sélection naturelle. Pourtant, la sélection naturelle ne fonctionne que de manière limitée, étant donné que cette méthode consiste seulement à trier et à modifier certains attributs physiques d'une espèce, en suivant le principe de la survie de celui qui est le plus apte. Cette méthode est également utilisée pour sélectionner artificiellement des attributs souhaités, en combinant des individus qui les possèdent, grâce à l'application ou l'observation des gènes récessifs et des gènes dominants. C'est ainsi, par exemple, qu'ont été créées les différentes races de chiens sur Terre. Cependant, ce sont tous des chiens, et ils continuent de tous appartenir à la même espèce. La sélection naturelle, en elle-même, ne peut pas créer une nouvelle espèce à partir d'une autre, car elle n'est qu'un facteur environnemental, qui trie certains individus par rapport à d'autres, en fonction des circonstances. Or, étant donné que ces circonstances sont des facteurs qui modifient l'expérience et la perception de l'individu, en effet, on peut dire que la sélection naturelle participe à la formation d'un nouvel être, ou d'une nouvelle espèce. En revanche, ce n'est pas par mutation, mais encore une fois, par l'intervention d'une conscience créatrice, c'est-à-dire la conscience de l'individu lui-même. Mais elle ne forme pas non plus à elle seule une nouvelle espèce. Un chien est un chien, un chat est un chat, un singe est un singe et un humain est un humain. Et l'humain ne descend pas du singe. L'œuvre de Charles Darwin, intitulée « L'origine des espèces par la sélection naturelle » ou « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie », qui a été publiée pour la première fois en 1859, est une théorie très convaincante et logique à première vue. Mais elle exploite le fait que l'être humain est incapable d'observer sur du long terme des espèces et leur développement. Et elle ne reflète pas la réalité extérieure empiriquement observable par la science humaine elle-même, étant donné qu'il n'y a aucune preuve à l'appui, et qu'il n'existe aucun fossile de transition entre 2 espèces. Ce qui la relègue au rang de théorie imposée,
en laquelle la population humaine est forcée de croire, car elle la prend pour un fait scientifique prouvé. Charles Darwin était un franc-maçon du 33e degré et un membre de la Royal Society, dont le nom en français et dans sa totalité est Société royale de Londres pour l'amélioration des connaissances naturelles. Cette institution fondée en 1660, siégeant au Carlton House Terrace à Londres, est destinée à la promotion des sciences. Le travail de Charles Darwin a été imposé, dans le but de contrôler et de réduire au silence les autres naturalistes de l'époque, qui étaient déjà en train de formuler leurs propres théories, et ces théories étaient susceptibles d'exposer les mensonges de la Kabbale. Dans le système de croyance de Taygeta, y compris dans son art, dans sa spiritualité, dans sa philosophie et dans sa science, tous ensemble conjugués, il est accepté et constaté qu'il n'y a pas un monde physique et un monde des esprits séparés. Il est également admis qu'il n'y a pas de plan existentiel séparé, mais que tout est basé sur les limites de la perception de chaque individu, de chaque conscience. Et que ce sont ces limites de la perception qui déterminent le plan, ou la densité, dans laquelle on vit. Si je mentionne ici, et dans d'autres travaux, les densités ou plans existentiels comme étant séparés les uns des autres, c'est uniquement à titre de référence pour faciliter la compréhension du concept. Plus la conscience d'un individu est grande, plus celui-ci réalise et perçoit des choses, et donc plus il accède à des densités ou plans existentiels élevés, qui augmentent toujours plus en complexité. Car c'est notre niveau de conscience qui déterminera la densité ou le plan que nous pourrons percevoir et dans lequel nous nous trouverons. Il est admis qu'il n'y a pas de monde physique et qu'il n'est que le reflet des idées d'une conscience. Le monde physique n'est qu'une partie d'un grand tout interconnecté, dans lequel tous les plans existentiels coexistent en même temps, formant tous ensemble la source originelle, le grand soi. Toutes les consciences apparemment individuelles sont des fragments holographiques du grand soi, et donc par définition, elles sont le grand soi ou la source elle-même. Ces fragments holographiques n'étant que des points d'attention, ou des nœuds d'ondes stationnaires, des crêtes de vagues, au sein d'un immense océan de conscience. Les consciences ne sont que des vagues, contemplant et s'inquiétant de leur propre nature finie, alors qu'en fait elles sont l'océan de conscience lui-même. Elles forment avec cet océan une seule et même chose, et elles en sont inséparables. Chaque conscience individuelle n'est rien d'autre qu'un courant qui s'écoule depuis le plus basique jusqu'au plus complexe, se souvenant de ce qu'elle est, de ce qu'elle a toujours été, au fur et à mesure qu'elle progresse dans sa propre évolution spirituelle. À mesure qu'augmente le niveau du plan existentiel, ou niveau de conscience d'un individu, le temps devient de plus en plus plastique. Car le temps n'est que le résultat de la conscience, qui le perçoit et l'anime, pour avoir une expérience. Pour Taygeta, l'univers, le grand tout, n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Il est, tout simplement, et il a toujours été. La biologie, les animaux, les plantes et le reste, sont une partie inséparable de ce tout, une partie inséparable de l'univers lui-même. Ils sont l'ombre projetée sur un plan inférieur, de quelque chose de progressivement plus complexe dans des plans supérieurs. L'ampleur de la part du grand tout que nous pouvons percevoir dépend entièrement de notre niveau de conscience. Il n'y a pas d'être bon ni d'être mauvais, car ils font tous partie intégrante de la même source originelle, du grand soi. Le bon et le mauvais ne sont que des points de vue, qui varient en fonction des intérêts de chacun. Ils sont le contraste dont nous avons besoin pour percevoir la dualité. Et ils sont aussi des perceptions basées sur ce que nous expérimentons, à tel ou tel moment, en tant que fragments holographiques du grand tout. Plus nous avançons et expansons notre conscience, plus nous dissolvons l'idée de séparation, donc plus nous incluons les autres et tout le reste comme une part de soi-même. Donc le fait d'être négatif, ou d'avoir des idées, des agendas et des comportements régressifs et destructeurs, va à l'encontre du principe du grand soi, qui intègre tout.
Et le fait de grandir en conscience a pour effet de dissoudre la dualité et de ne faire prévaloir que le positif, l'amour et l'intégration de tout comme une partie de soi-même. Au fur et à mesure que nous progressons dans le niveau de conscience, nous incorporons et nous intégrons de plus en plus de choses, de personnes et d'êtres dotés d'une conscience, comme étant des parties de nous-mêmes. Sans perdre pour autant notre individualité, qui ne fait que s'expanser. Étant donné qu'à la fin, chaque conscience, de manière holographique, se percevra comme le grand soi ou la source originelle qu'elle a toujours été. Cependant, depuis notre niveau actuel, nous nous rendons compte de tout ce que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre, du fait de ne pas être encore équipés pour cela, depuis notre position actuelle. Mais notre imparable soif de connaissance nous apportera toujours quelque chose de plus à apprendre, et nous mettra toujours au défi d'essayer de comprendre des choses de plus en plus complexes, à mesure que nous cherchons le chemin du retour à la maison. Svaru de Hera. Waouh! Tu as abordé des sujets très intenses dans cet article. Merci beaucoup, je me doutais de certaines choses, mais d'autres sont nouvelles pour moi. Par exemple, à un moment donné, tu as expliqué comment la modification de l'ADN sans ajuster la composante de l'âme entraîne des échecs, des maladies, etc. C'est peut-être la façon dont les reptiles ont endommagé notre organisme, qui est sujet à tant de maladies. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils ont d'abord essayé de nous modifier génétiquement en laboratoire, en tant que lyriens. Et puis qu'en l'absence de succès, parce que notre ADN revenait toujours à son patron originel au bout de quelques générations, ils ont eu recours à la manipulation mentale, donc la manipulation de l'âme, pour parvenir à cette modification génétique de façon durable. Mais peut-être que leurs modifications génétiques en laboratoire ont quand même eu des résultats ? Vu que nous tombons tout le temps malades, nous mourrons prématurément, etc. Non, pas vraiment, mais tu n'es pas loin de la vérité. Finalement, les reptiles ont endommagé votre ADN en utilisant uniquement le contrôle mental. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls acteurs de cette modification ici. Il y a une autre partie, le Black Goo, qui altère et endommage l'ADN directement, avec une technologie de fréquence scalaire, de nature très avancée. C'est un sujet que je traite, et sur lequel j'écris en ce moment même, dans l'article intitulé « Biologie numéro 4 ». Je vois. Et par quelle race est utilisé ce Black Goo ? Cela vient d'en haut, de règne supérieur. Son origine est difficile à cerner. Mais notre science a déterminé que ce n'est pas une race qui l'a conçu, mais que le Black Goo lui-même est une race. Et il émane d'une planète comme s'il était son sang. C'est donc de l'énergie planétaire, et je fais référence ici à la planète en tant qu'organisme vivant. Et il ne vient pas de la Terre. Il a envahi la Terre à 2 moments de l'histoire. Il y a 80 000 ans, puis il y a 12 500 ans, lors de la destruction de la planète Tiamat. Il imite l'impression ou manifestation harmonique de la source originelle, alors qu'il n'en est rien. C'est pourquoi il est si dangereux. Ok, si tu as l'intention de l'expliquer plus en détail dans tes prochains articles, je ne poserai pas plus de questions pour l'instant. Oui, j'y travaille en ce moment même. C'est précisément ce que je suis en train de faire. Ok, passons à l'autre sujet que tu as mentionné dans cet article. Tu as dit qu'ils enlevaient les âmes des gens pour créer de nouvelles races avec ces âmes, puisque le fait de seulement modifier l'ADN en laboratoire, sans passer par l'âme, ne fonctionne pas. J'aimerais te demander, qui fait cela en ce moment et pourquoi ? Et quelle race essaie-t-il de créer et pourquoi ? Les reptiles, Kingu, Naga, Draco et d'autres races archontiques. Les grands gris maîtrés, et certaines factions de Malakak, aussi appelées grands blancs. Pourquoi ? Pour créer des races complètement exploitables et sans libre arbitre. Les humains ne sont pas si bons que ça pour eux, car beaucoup se défendent, et récemment, beaucoup se sont réveillés. Ok, tu as dit qu'ils isolaient le signal de l'âme en le mettant dans une sorte de conteneur et en lui transmettant artificiellement une fausse expérience de vie, afin que l'âme pense qu'elle est toujours dans son corps biologique.
Comment pouvons-nous savoir que cela n'est pas déjà en train de se produire pour toute notre race en ce moment? Peux-tu confirmer d'une manière ou d'une autre que ce n'est pas le cas? Ta race est en train de le vivre en ce moment même. C'est ça le problème, puisqu'il y a déjà la matrice artificielle, fausse à 100%, qui alimente l'expérience des âmes sur Terre. Oui, mais je parle de ce qui arrive maintenant à ces individus isolés au cours de ces expérimentations régressives dont tu as parlé. Ça, nous ne le subissons pas encore tous collectivement. Et c'est pour ça que tu nous avertis à ce sujet, n'est-ce pas? Vois-le de la façon suivante. Sur Terre, vous êtes tous sous le contrôle de la matrice 3D. Et de manière très réelle, cette matrice c'est exactement ça aussi. Une programmation de perception sensorielle contrôlée. Et, en plus, il y a un niveau plus profond, avec des âmes qui sont piégées dans des conteneurs, vivant une fausse expérience. C'est une fausse expérience à l'intérieur de la fausse expérience de la matrice 3D. C'est juste un niveau plus profond. Ok, donc nous ne sommes pas tous dans des conteneurs. Combien de personnes sur Terre sont dans des conteneurs? Je ne sais pas exactement combien, mais là nous parlons de quelques centaines de milliers de personnes, peut-être même plus d'1 million. Je ne peux pas le savoir avec certitude parce qu'ils sont dans des dumps, c'est-à-dire des bases situées dans les profondeurs de la Terre. Mais il y en a au moins 100 000, ça c'est sûr. Donc ce sont encore des personnes différentes des personnes non réelles, dont nous avons parlé récemment? Non. Celles-ci, ce sont des personnes réelles, parce que c'est leur signal de la source, leur âme, qui est piégée là-bas. Les personnes non réelles n'ont pas de signal de la source à piéger. Et comment peut-on savoir si on est l'une de ces personnes piégées? Tu ne peux pas. Ou alors c'est une connaissance intérieure profonde. Ou alors une autre faction extraterrestre, comme la mienne, pourrait te le dire. Le problème est que cela entre aussi en conflit avec le fait d'être à l'intérieur de la fausse matrice 3D, de toute façon. En bref, ce n'est pas facile de savoir. En fin de compte, du point de vue de l'âme piégée, c'est juste une autre expérience, pas différente de celle d'avoir un corps biologique. Puisque le corps joue le même rôle que le conteneur. Il est un autre conteneur. Parce que pour l'âme, seule l'expérience, ce qu'elle ressent, est réel. D'accord. Mais alors, en quoi leur expérience est fausse et imposée, si ces âmes partagent le même monde que moi? C'est simple. Ces âmes ne partagent pas ton monde. Elles sont à un niveau plus bas, dans leur propre monde. Elles ne sont pas avec toi. Si elles ne sont pas près de moi, où sont-elles? Dans des récipients, dans des bases souterraines très profondes. Là on est totalement dans un autre ensemble ou une autre dynamique de la matrice 3D. Et quand bien même on peut supposer que beaucoup d'âmes piégées dans ces conteneurs auront une expérience semblable au fait d'être dans la matrice 3D dans laquelle tu te trouves, leurs expériences de vie et celles des personnes à la surface de la Terre ne se superposent pas. Waouh! Alors, comment prennent-ils leur âme? De ce que l'on sait, ils enlèvent des gens et transvasent leur âme dans un récipient. Ils font généralement ça à des petits enfants, parce qu'ils sont plus faciles à programmer. Mais comment cela peut-il se faire techniquement? Retirer l'âme du corps? Et qu'arrive-t-il au corps? Ils utilisent un conteneur qui a la même fréquence que le corps biologique d'origine. C'est un dispositif technique. Le corps est inséré dans le conteneur et il est soumis à une privation sensorielle, qui lui crée un stress très intense. Car sous l'effet d'une douleur intense ou d'un énorme stress, l'âme quitte le corps. Ensuite il retire le corps du conteneur, et l'âme reste là, connectée au conteneur, pensant qu'elle a toujours un corps. Elle s'est rétractée dans le conteneur, qui lui fait croire qu'elle a échappé à la torture initiale. Le corps reçoit également une forte dose de mercure, qui rétracte l'âme parce que c'est très douloureux, en particulier pour les jeunes enfants. C'est aussi la raison pour laquelle il y a du mercure dans les piqûres administrées aux jeunes enfants. Pour éliminer leur âme. J'ai des informations détaillées sur tout cela.
Ok. Donc, en gros, ils ne peuvent pas te faire ça la nuit pendant le sommeil normal. Ils doivent d'abord t'emmener physiquement là-bas, c'est ça? Exactement. Ils doivent d'abord t'enlever pour t'emmener dans un vaisseau ou dans une installation souterraine. Je ne comprends toujours pas. Si leur âme est dans un récipient, comment se fait-il qu'ils vivent ensuite leurs expériences? Ils les vivent dans un nouveau corps? Car si leur âme est dans un conteneur, comment peuvent-ils vivre des expériences? Je suis désolée, tout ça est nouveau pour moi. C'est un appareil technologique qui gère les fréquences. Il donne à l'âme l'idée qu'elle est en train de vivre une vie, alors que c'est un ordinateur qui lui apporte cette expérience, à travers des effets visuels, des sons et des stimulations de ses autres sens. Après tout, il n'y a pas de corps, dans le sens où la matière est une illusion et que dans l'univers, tout est énergie. Donc ils gèrent cette énergie à l'aide de ces appareils. Tout cela consiste uniquement à gérer des fréquences. Comme lorsqu'ils isolent des ondes cérébrales pour imposer des images, par exemple dans la télépathie synthétique. Et leurs corps d'origine sont détruits? Les corps biologiques d'origine sont, soit utilisés avec une âme reptilienne à l'intérieur, qui se fera passer pour cette personne, soit ils sont tout simplement mangés. Ok, waouh! Y a-t-il un moyen de se protéger de cela? Oui, le fait d'avoir une fréquence élevée les repousse et les empêche même de s'approcher de toi. Comme je l'ai mentionné dans un autre article, plus ta fréquence est élevée, plus tu es radioactif pour eux. L'étape la plus importante pour élever votre fréquence et vous protéger, est de cesser de manger des animaux. Ce sont aussi des personnes. Ce ne sont pas des aliments. Si vous mangez quelqu'un, vous consentez à être mangé vous-même. Note de Gossia et d'Héloïse Alciona. Cette vidéo date de 2018. Un peu plus tard, cette équipe de Taïgésiens et Svarou de Héra elle-même ont fait des recherches et des analyses poussées par rapport à la consommation de viande et la biologie humaine. Et ils ont découvert, puis nous ont transmis à contre-cœur, que l'organisme des êtres humains ne peut pas être en bonne santé en ayant une alimentation purement végane ou végétalienne, et que nos organismes ont même besoin de manger de la viande pour bien fonctionner. Ils ont aussi souligné le fait que la Kabbale encourage de plus en plus la population à être végane et à manger de la viande artificielle pour que nous tombions malades, dans le cadre de son agenda de dépopulation mondiale, et pour que nous soyons trop affaiblis physiquement et cognitivement pour nous rebeller. Veuillez vous référer aux 3 vidéos sur le véganisme qui sont sorties en anglais et en espagnol sur les chaînes YouTube de Gossia en 2022 et que vous pouvez aussi retrouver avec leur transcription sur le site web de Gossia, svarou.org. Retrouvez ces 3 liens sous cette vidéo dans la partie description. Je comprends. Maintenant, c'est là que j'ai encore du mal à comprendre. Tu te souviens que tu disais que si je ne vois pas quelque chose, ou que si je ne crois pas en quelque chose, alors ce n'est pas dans mon monde? Imagine donc que j'ai un enfant. Ces choses dont nous parlons maintenant ne faisaient pas partie de mon monde. Je n'en avais aucune idée. Elles n'existaient pas dans ma réalité. Mais imaginons que malgré tout, mon enfant s'est fait abducter et que son âme a été prise au piège. Comment peut-on expliquer cela? Comment cette réalité a-t-elle croisé mon monde? Alors qu'avant je ne croyais pas à tout ça, ou que je n'en avais pas connaissance. C'est parce qu'à un moment ou à un autre, cela a fait partie ou cela fait actuellement partie de ta réalité, la plupart du temps à un niveau subconscient, et à cause de contrats que tu as passés avant de t'incarner. Et en même temps, si ce n'est pas dans ton monde, cela ne t'arrivera pas. Y compris les personnes qui découvrent maintenant ces informations, ça ne leur arrivera pas non plus, car nous ne sommes pas là, juste pour donner de mauvaises nouvelles. Nous sommes surtout là pour vous dire que vous pouvez vous défendre. Il s'agit également d'un autre cas où 2 choses contradictoires sont pourtant vraies. À un niveau personnel, ce n'est pas dans ton monde, et pourtant, à un autre niveau, c'est dans ton monde, que tu le veuilles ou non. Et tu ne peux pas rester aveugle devant ce fait horrible,
qui arrive au moins à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde entier. C'est aussi la raison pour laquelle des millions d'enfants disparaissent chaque année dans le monde entier. Cela m'amène à la question suivante, que j'allais poser. Pourquoi partages-tu ces informations avec nous, si le fait de les porter à notre attention pourrait les rendre plus réelles? Parce que la seule façon d'arrêter tout cela est de dire non à tout ça en tant que collectif. Même à un niveau personnel, exprimer votre non est plus que suffisant. Le but principal de toutes mes informations est de donner du pouvoir aux gens. Ils peuvent se sentir à l'aise en se disant que ces choses ne font pas partie de leur monde, et d'ailleurs, ce sera souvent le cas. Mais c'est aussi une façon de faire l'autruche pour ne pas voir la réalité en face. On ne peut pas être tout amour et lumière, comme les gens pensent que nous le sommes, nous les Pléiadiens. Alors que nous avons des armes et des épées. Vous devez tous apprendre à être spirituel et à gérer la réalité avec sagesse, mais vous devez aussi apprendre quand et comment mordre pour vous défendre. Oui, c'est très important. Tu as également mentionné qu'ils recherchent, ou qu'ils ont déjà enregistré les fréquences d'âme des starseeds. Devrais-je m'inquiéter? Tu veux vraiment savoir cela? Bien sûr. En tant que Rhésus négatif, tu es particulièrement visé. Pourtant, ta haute fréquence naturelle te sert de combinaison énergétique d'invincibilité, qui te protège. Je ne te dis pas une banalité pour te rassurer, c'est la vérité. Et la peur est l'arme qu'ils utilisent le plus. Si tu n'as pas peur, tu es invincible dans la matrice, au sens littéral du terme. Mais ciblé pourquoi? Pour me mettre dans un conteneur? Ils ne peuvent pas te placer dans un conteneur, parce que logiquement, le conteneur ne peut pas monter plus haut en fréquence que son créateur ne peut le faire lui-même. Si tu es au-dessus en fréquence, alors en tant qu'âme tu te retireras simplement du conteneur. Et de toute façon, tu ne pourrais jamais en arriver au point de te retrouver dans un conteneur. C'est pourquoi ils doivent d'abord faire baisser la fréquence des âmes sur Terre, pour qu'elles puissent être récoltées et placées dans un conteneur. Waouh! C'est tellement important ce que tu viens de dire. Et en plus de cela, je dois avouer que je n'ai pas peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas peur. Ils ne peuvent pas me prendre. Je le sais, tout simplement. Alors ils ne pourront pas. C'est aussi simple que ça. Si les gens savaient ça, la Terre serait un paradis. Ok. Maintenant, la dernière question à propos de tout cela, et terminons par quelque chose de plus positif et de plus léger. Tu as mentionné que la transition en 5D est inévitable. Et que la race humaine ne sera plus la même. Que c'est la fin de la race humaine telle que nous la connaissons. Je sais que tu ne donnes pas de date, mais y a-t-il une prévision de quand cela pourrait se produire? Par exemple, est-ce que je vivrai assez longtemps pour le voir dans cette vie? Autour de 2025. Vraiment? Un peu avant, ou un peu après. Il y a plusieurs lignes de temps possibles. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord pour donner des dates. Mais je veux dire, toutes les fausses personnes vont disparaître, l'argent n'existera plus. Vous descendrez nous voir, etc. Oui. Note d'Héloïse Alcyona. Je rappelle que cet échange s'est déroulé en 2018, donc 2 ans avant la pandémie, et que celle-ci a probablement décalé dans le temps le moment où nous parviendrons à nous libérer. Waouh! Et une autre question rapide, que se passera-t-il pour toutes les personnes gentilles et positives qui n'ont aucune idée de tout cela? Se pourrait-il qu'elles en fassent l'expérience elles aussi, pour que nous puissions leur dire « Je te l'avais bien dit » Ou bien, iront-elles dans leur propre ligne de temps, et ce sera comme si elles avaient disparu? De même que nous disparaîtrons pour elles? J'aimerais tellement pouvoir leur dire « Je vous l'avais bien dit ». La réponse à toutes tes dernières questions est simple et directe. Chaque personne est une ligne de temps et une réalité parallèle à elle toute seule. Donc les dates, l'ascension et tout le reste, se produiront d'une manière personnelle, individuelle. Et en même temps, comme toutes ces lignes de temps sont parfois assez proches, assez similaires, pour être considérées comme une réalité partagée,
ça se produira aussi de manière collective. Et donc tu pourras leur dire ton « je te l'avais bien dit ». Ah, génial! Je veux tellement le faire. Alors tu le feras. Beaucoup d'entre nous ici veulent aussi pouvoir le dire. Regarde, nous n'étions pas fous. Tu vois. Je sais, moi aussi. Compte sur moi. J'espère vraiment que cela arrivera. Tu penses que tu seras encore ici en orbite d'ici là? Je ne sais pas, je pense que oui. Je n'ai aucun intérêt à rentrer chez moi. Je préfère rester ici et aider. Beaucoup de choses se produiront, et tu pourras dire « je te l'avais bien dit ».